Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder la suite de la guerre d'Indochine, c'est-à-dire la conférence de Genève. Mais avant de continuer, je voudrais vous montrer le plan que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Donc, nous en sommes après la défaite de Dien Bien Phu, à Grand 4, la conférence de Genève. Et nous allons d'abord faire un premier bilan de la bataille de Dien Bien Phu. D'abord, le coût humain de la bataille. Alors j'entends bien que lorsque la bataille de Dien Bien Phu s'est terminée, j'avais fait une première évaluation des pertes de part et d'autre. Cette évaluation avait été faite à chaud. Par la suite, dans les semaines qui suivent, les collaborateurs du général Navarre font des évaluations, dont je vais vous donner les évaluations françaises qui sont faites donc après la bataille de Dien Bien Phu. Alors la bataille de Dien Bien Phu, selon ces évaluations, dans l'entourage du général Navarre, concerne d'abord les pertes vietnamiennes, 8000 morts, 8000 morts au cours de la bataille, ce qui est tout à fait considérable. N'oublions pas que dans la dernière semaine, il y a eu des assauts incessants du côté du Viet Minh. À ces 8000 morts s'ajoutent 15 000 blessés et disparus, dont là aussi les chiffres sont très élevés. Quelle est la part des blessés, quelle est la part des disparus? Point d'interrogation. Quant aux pertes françaises, elles sont de 1500 morts, ce qui est très important bien entendu, mais qu'il y a aussi 4000 blessés graves, dont beaucoup meurent dans les heures ou les jours qui suivent. À cela, il faut ajouter 12 000 prisonniers, qui ne sont pas tous des Français, mais ce sont des troupes de l'Union française. Et sur ces 12 000 prisonniers, 7 000 ne reviennent pas. C'est-à-dire que si on fait la soustraction des 7 000 qui ne reviennent pas par rapport aux 12 000, nous arrivons à peu près au chiffre de prisonniers que je vous avais donné et dont l'évaluation là était à peu près juste. Donc 12 000 prisonniers, quel est le sort de ces prisonniers? Alors ces prisonniers, nous avons vu que certains d'entre eux, les Français en particulier, reviennent à partir du mois de juillet 1954. Ici, nous sommes à Haiphong et les prisonniers français sont libérés du camp du Viet Minh. Donc vous voyez que ces prisonniers français sont à peu près en bon état physique bien entendu. Le premier a toutefois maigri, on voit un petit peu ses côtes, ça apparaît sur sa poitrine par, je dirais, cette fenêtre laissée par le treillis. Vous avez donc ces prisonniers français qui reviennent. On leur rend les honneurs, donc vous voyez là des troupes de l'Union française, mais des troupes, je dirais, locales, qui présentent les armes. Là encore, ce sont des prisonniers français qui sont libérés par le Viet Minh. C'est une photo de l'armée française. On leur donne à manger parce que effectivement, la situation dans ces camps était absolument déplorable. La nourriture était insuffisante et les malades étaient pratiquement pas soignés. Beaucoup sont morts de fatigue, d'épuisement, etc. Donc on leur donne à manger. Voici une photo qui a été prise dans un camp du Viet Minh. Vous voyez deux prisonniers qui sont en train de finir leur bol de riz. C'est pratiquement le repas qu'on leur donne donc dans ces camps. Un changement de nourriture qui peut être pour certains complet, avec toutes les difficultés qui peuvent apparaître d'un point de vue biologique. Derrière ces deux prisonniers, vous avez quelqu'un qui est couché sur un lit de camp, un malade, un blessé, quelqu'un qui est épuisé, on ne sait pas. Toujours est-il que voilà une photo dont l'origine n'est pas connue, c'est pas indiqué. C'est un camp de prisonniers, donc c'est certainement une photo qui a été prise par le Viet Minh. Et dans ces camps, il y avait aussi de la solidarité. Vous voyez cet homme qui se trouve à droite, qui est un prisonnier bien entendu, et qui donne à un autre prisonnier une partie de sa nourriture. Vous voyez cet autre prisonnier qui est torse nu, les bras sont très maigres, le torse est amaigri aussi, et donc lui donne un petit peu de nourriture, de sa ration bien entendu, pour qu'il puisse, je dirais, être le moins affaibli possible. Donc voilà pour le coût humain. Mais il y a également un coût financier de la guerre. Alors cette guerre, à partir de 1950, prend des aspects de guerre froide.
Et c'est à ce titre que les États-Unis prennent en charge 80% du coût des opérations militaires. À partir des années 1950, la priorité, c'est l'endiguement du communisme. Pendant les années qui ont suivi la mort de Roosevelt, les États-Unis se sont présentés comme un pays n'ayant pas de colonies, ce qui est vrai, et comme un exemple à suivre. Et ils ont pas lutté, mais ils ont appuyé les pays qui voulaient devenir indépendants. Par exemple, Ho Chi Minh, pendant quelques années, est un vrai patriote vietnamien, parce qu'il est favorable à l'indépendance. Mais à partir des années 50, là c'est véritablement tournant, à partir des années 50, il devient un communiste. Et donc, un communiste qu'il faut combattre à ce titre. Donc les États-Unis prennent en charge 80% du coût des opérations militaires des Français pour cette raison-là. N'oublions pas également que c'est la période de la guerre de Corée et que les Français participent à la guerre de Corée symboliquement à travers un bataillon donc, constitué de volontaires qui va en Corée. Entre 1952 et 1955, alors en 1954, la guerre d'Indochine des Français sera terminée, mais pendant ces années-là, les crédits militaires français représentent un tiers des dépenses budgétaires. C'est tout à fait considérable. C'est considérable et ce sont autant de crédits qui ne sont pas disponibles pour le redressement économique du pays. Alors que les pénuries ont duré jusqu'en 1949 et que la France, au début des années 50, est encore un pays qui est à reconstruire. Donc, voilà, je dirais, l'importance des dépenses militaires dans le budget français. Le camp retranché de Dien Bien Phu est tombé. Cela ne semble pas émouvoir particulièrement le gouvernement, qui est dirigé par Joseph Laniel. Et la bataille, maintenant, se déroule dans le delta. Le delta, qui est le delta du fleuve Rouge. Alors, voici le delta. Le delta est constitué par d'abord un grand fleuve, le fleuve Rouge, qui vient de Chine, avec deux affluents qui viennent également de Chine. C'est la rivière Claire et la rivière Noire, qui se jettent dans le fleuve Rouge, qui lui arrive bien sûr jusqu'au golfe du Tonkin. Vous constatez que Hanoï se trouve sur le fleuve Rouge et que ça ne se voit pas sur cette carte, mais que Haiphong, dont nous avons parlé tout à fait au début de la guerre d'Indochine, se situe sur la côte, mais dans la zone du delta. Un bras du delta arrive donc jusqu'à Haiphong. Je reviens sur la première carte. Venant de Chine, ce fleuve rouge et ces deux rivières apportent des alluvions, ce qui fait que la plaine du Tonkin est constituée de dépôts d'alluvions amenés par ces fleuves et ces rivières, mais que son cours est au-dessus de la plaine. Évidemment, l'eau de ces cours d'eau est contenue par des digues, et toute cette zone est aménagée avec des digues, avec des étangs, avec des villages traditionnels également, et c'est une région productrice de riz. La riziculture est la culture reine, et elle produit à peu près 20% du riz du Vietnam. Aujourd'hui, c'est une zone touristique, c'est-à-dire que l'on peut se promener dans le delta à vélo et visiter les villages traditionnels donc, qui existent toujours dans cette partie du Vietnam. Donc voilà la bataille du delta qui est engagée, et à Paris il ne se passe rien de particulier. Rien de particulier, mais le contexte est difficile et il est conflictuel. Ce contexte, on sait à Paris que bientôt va s'ouvrir une conférence internationale. Cette conférence internationale va s'ouvrir à Genève et elle s'ouvre même le 26 avril 1954. Le gouvernement qui est en place, c'est toujours le même gouvernement, celui qui finalement a accepté d'une façon ou d'une autre la défaite de Dien Bien Phu et la guerre continue. C'est le gouvernement de Joseph Laniel. Mais en même temps, nous sommes dans une situation économique et sociale délicate,
C'est, je dirais, la retombée de ce qui s'est passé au cours de l'année précédente, en 1953. En 1953, le gouvernement n'était pas dirigé par Joseph Laniel, mais il était dirigé par René Maillère, qui va rester peu de temps au pouvoir d'ailleurs, 19 semaines si ma mémoire est bonne. Et donc René Maillère va démissionner le 21 mai 1953, dans une situation particulièrement difficile. Quelle est cette situation? Tout d'abord, la France connaît un déficit budgétaire. Ce déficit budgétaire a certes été réduit par la politique d'Antoine Pinet, dont nous reparlerons, qui adoptera un certain nombre de mesures qu'on peut discuter diversement, nous verrons cela, mais il va parvenir à réduire un petit peu le déficit. Mais il y a toujours un déficit du budget. Alors le gouvernement emploie des expédients classiques pour essayer d'équilibrer son budget. Le premier expédient, très classique, c'est de demander à la Banque de France de faire une avance sur l'argent qu'elle imprime et qu'elle verse à l'État pour faire face à ses dépenses diverses. Donc la Banque de France fait des avances, seulement ces avances sont faites pour équilibrer le budget, plus ou moins, mais elles mettent en difficulté le budget de l'année suivante. Bon, la conclusion, c'est que la France a toujours un budget en déficit, faiblement déficit, mais en déficit. Faiblement depuis la politique d'Antoine Pinet. Ce déficit du budget est accompagné d'un déficit du commerce extérieur. Pourquoi? Parce que la France ne s'est pas encore redressée. On n'est pas encore dans les 30 glorieuses, cette période de croissance presque indéfinie, jusqu'en 1973. Donc, il faut acheter beaucoup de produits à l'étranger et ce que l'on achète à l'étranger n'est pas compensé par ce que la France exporte. Donc la balance commerciale est en déficit. Et cela s'accompagne de l'inflation, c'est-à-dire que les prix augmentent. Et les salaires augmentent aussi, puisque les prix augmentent de toute façon. Et au printemps 1953, on est étonné, on est inquiet de voir qu'il y a en France, vous vous rendez compte, 100 000 chômeurs. C'est un chiffre considérable à l'époque. 100 000 chômeurs, aujourd'hui, ce serait la disparition du chômage. 100 000 chômeurs, ce n'est pas du chômage. Parce que ces 100 000 chômeurs, ce sont des personnes qui quittent un emploi pour chercher un emploi qu'elles jugent plus intéressant, au niveau des conditions de travail, au niveau du salaire, etc. Mais en fait, ça provoque un choc lorsqu'on annonce qu'il y a en France 100 000 chômeurs, alors qu'on était habitué au plein emploi. Donc, on s'était habitué au plein emploi. C'est également une période complexe parce que ce sont les débuts du poujadisme. Alors, le poujadisme est représenté par un papetier de Saint-Céré qui était en difficulté économique et qui va s'insurger contre le fisc. Le poujadisme est une révolte anti-fiscale. Et Pierre Poujade, que l'on voit à la tribune, va créer l'UDCA, Union démocratique des commerçants et artisans. Alors, ce Pierre Poujade, on le voit dans toutes les tribunes, il fait le tour de la France, donc il rallie des partisans. C'est un mouvement qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui est dirigé contre le fisc et contre les employés du fisc, qui viennent parfois contrôler les commerçants, les artisans. Donc, voilà Pierre Poujade qui se met en scène ici, avec un billet qu'il partage, et à droite de la photo, il montre, mais voilà ce qui revient au commerçant ou à l'artisan, et voilà ce que le fisc lui prélève. Donc il partage ce billet. C'est encore une fois une révolte antifiscale, tout ce qu'il y a de plus classique, comme il y en avait sous l'Ancien Régime. Mais il pense aussi aux paysans. Il pense aussi aux paysans dans ses propos populistes, car le poujadisme est un populisme, nous le verrons, et bien entendu pour Poujade, les politiciens vous ont menti. Non seulement ils ont menti, mais le système lui-même, avec le système des impôts, veut-il dire, vous ruine. Et pourquoi vous ruine-t-on? C'est pour voler votre terre. Que dire de plus terrible aux paysans?
leur terre, cette parcelle qu'ils ont achetée à force d'économie et qu'on veut leur voler, c'est impensable. Donc pour la sauver, pour sauver la terre, heureusement, Poujade est là. Pour la sauver. Donc Poujade se présente comme un sauveur. Et voici le journal qu'il publie, le procès de la fiscalité. C'est une révolte, je le disais, antifiscale, mais aussi celui du système. Le système politique, sauf que les poujadistes vont créer un parti et vont se présenter aux élections. Donc ils vont participer au système. Mais tout cela, nous le verrons, bien entendu, le moment venu. Le poujadisme va se développer dans toute la France et va également prendre pied en Algérie. Donc vous voyez une affiche, ayant fermé leur magasin samedi matin, les commerçants et artisans d'Alger ont assisté en masse au premier congrès national de l'UDCA, c'est-à-dire du mouvement poujadiste. Les poujadistes ne sont pas les seuls à émerger. En 1953, il y a de grandes grèves qui concernent les travailleurs de l'État, c'est-à-dire ceux qui ont peu à craindre pour leur poste de travail, pour leur emploi, s'ils font grève. Alors, quels sont les travailleurs de l'État? Eh bien, ce sont les agents de la RATP, c'est-à-dire les transports publics parisiens. Ce sont les cheminots, comme on dit familièrement, c'est-à-dire les employés de la SNCF. Ce sont les employés de l'électricité de France. Ce sont les employés du gaz de France. Et cette grève, ou plutôt ces grèves, sont lancées par un nouveau syndicat issu de la scission de 1947-1948, c'est-à-dire la CGT Force ouvrière, à ne pas confondre avec la CGT. Aujourd'hui, on dit plus banalement Force ouvrière. Donc, Force ouvrière est issue de la CGT. À l'époque, on disait la CGT-FO. Donc, ici, ce sont des personnes qui attendent très certainement un bus. On en voit un qui est garé. Voyez la masse de personnes qui attendent parce que les bus parisiens sont en grève. Les métros sont en grève. Et donc, les gens font la queue. Ils en ont très certainement pour un bon moment avant de pouvoir prendre un transport en commun. Et ils sont là. Bon, ils attendent. Ils attendent sur l'esplanade des Invalides que vous voyez tout à fait au fond. Les postiers sont également en grève. Voici les sacs de courrier qui s'accumulent sur les chariots, qui auraient dû être chargés sur des wagons postaux, mais comme à la fois la SNCF est en grève et les agents des postes et télécommunications sont en grève aussi, ben, tout cela reste en souffrance. Ici, ce sont des protestataires contre la réforme des retraites qui était également voulue par le gouvernement. Réforme de retraite avec les arguments habituels, comme l'espérance de vie augmente. Le temps de travail doit aussi augmenter. La retraite à l'époque, c'était 65 ans. Donc elle sera reportée à 67 ans. Quant au personnel roulant de la SNCF, qui pouvait prendre sa retraite à partir de 55 ans, il travaillerait jusqu'à 57 ans. Donc c'est l'opposition également à cette réforme qui se manifeste à ce moment-là. Et René Mayer finit par démissionner le 21 mai 1953. Et Joseph Laniel forme le gouvernement. Alors voici les postiers qui attendent devant la Bourse du Travail. Donc ils vont se réunir pour une réunion syndicale. Et vous voyez à gauche sur la photo deux personnes qui ont des sacoches et qui sont très certainement des facteurs ou des personnes qui vont percevoir un certain nombre de droits, par exemple sur le gaz ou sur l'électricité, etc., puisque ça ne se faisait pas par les moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Donc la Bourse du Travail avec les ouvriers qui attendent la réunion syndicale. Les paysans se mettent également dans la danse. Les militants communistes qui animaient les mouvements paysans vont former un comité que l'on va appeler le comité de Guéret, qui Guéret est situé dans la Creuse, et donc il va lancer un mot d'ordre pas de grève, puisque les paysans sont leurs propres patrons,
mais en tout cas de rassemblements pour protester contre ces diverses mesures, on va voir lesquelles, et donc voilà, c'est un blocage des voies de communication. Alors vous constatez qu'il n'y a pas de tracteurs. On n'est pas encore arrivé dans la révolution du tracteur. La révolution du tracteur, effectivement, c'est les années 50. Cela va commencer très vite, mais on voit un tombereau, on voit un camion simplement. Et on voit tous ces paysans qui sont là, qui se retrouvent. C'est rare lorsqu'ils se retrouvent. Ils se retrouvent lors de manifestations. Sinon, le travail agricole est un travail très individuel, ou en tout cas dans le cadre familial. Donc le comité de Guéret qui va inspirer la création d'un nouveau mouvement qui s'appelle le MODEF, M-O-D-E-F, ce qui veut dire mouvement de coordination et de défense des exploitations familiales. Donc, le MODEF va publier un journal qui sera diffusé par des militants communistes et qui va s'implanter, pas très profondément, dans les campagnes. Voici une de ces réunions constitutives du MODEF. Alors vous voyez, pour une nouvelle politique agricole assurant le bien-être des exploitants familiaux. Donc ce sont des exploitations familiales qu'il s'agit de défendre. Mais à l'époque, la France est un pays, sauf dans quelques régions comme le bassin parisien, est un pays de petites propriétés. Et ce sont des propriétés familiales. L'exode rural va prendre de l'ampleur dans les années qui suivent. Donc, le MODEF, avec toute une catégorie de paysans, entre dans cette période revendicative. C'est le moment où René Mayer va démissionner. Et il va y avoir une longue vacance du pouvoir pendant l'été. Une vacance du pouvoir qui va durer 36 jours. C'est une crise ministérielle. Pendant 36 jours, il n'y a pas de gouvernement. René Mayer a démissionné et le nouveau gouvernement n'est pas formé. Le nouveau gouvernement, ce sera finalement Joseph Laniel, qui est entouré en particulier de gaullistes. Les gaullistes participent au pouvoir, mais attention, pas sous l'étiquette du RPF, puisque De Gaulle avait désavoué la participation de députés qui pouvaient se réclamer de son nom au gouvernement. Il désapprouve les institutions de la 4ème République. Donc il n'est pas question que des partisans avoués à lui participent au gouvernement. Il n'empêche qu'il y a quelques gaullistes sous une étiquette un peu différente, et on les appelle des républicains sociaux. Donc le gouvernement Laniel se constitue, mais il va se caractériser par son immobilisme. Voici la constitution du gouvernement Joseph Laniel, vous le voyez, Le Parisien, c'est le journal Le Parisien libéré, faisant référence à la libération de Paris et donc à la résistance. Nous sommes donc en 1953. Joseph Laniel a constitué un nouveau ministère, dont le ministère est constitué, comme je vous le disais. Mais il se caractérise par l'immobilisme. Voici Joseph Laniel. Bon, c'est une photo, on prend connaissance de la personne, on voit physiquement à quoi il ressemble, et le voici en train de se gratter la tête. Se gratter la tête, que vais-je faire? Est-ce que j'ai un programme? La réponse est non, puisque c'est l'immobilisme. Pour durer, il faut ne rien faire. Comme ça, on ne crée pas de mécontents. Mais pendant ce temps, la guerre continue en Indochine. Et pendant ce temps, le camp retranché du Dien Bien Phu est tombé. Et Joseph Laniel ne sera renversé que le 12 juin 1954. Donc plus d'un mois après la chute du camp de Dien Bien Phu, alors que la bataille du Delta s'est déjà engagée. Mais donc il est renversé le 12 juin 1954 et l'heure de Pierre Mendès France est arrivée. Pierre Mendès France, alors vous voyez, Joseph Laniel demandera à l'Assemblée de lui confirmer sa confiance, ce que l'Assemblée refusera. Et donc il sera obligé de démissionner, c'est-à-dire qu'il sera renversé. Donc Joseph Laniel avait succédé à René Mayer après une longue crise, cela je vous l'ai déjà dit, donc on peut continuer. Et pendant cette période, les Français se rendent compte que leurs institutions ont quand même quelques difficultés à fonctionner. Parce que Vincent Auriol avait terminé son mandat et il fallait élire un nouveau président de la République.
Le nouveau président de la République, c'était René Coty, mais il ne sera élu en décembre 1953 qu'après 13 tours de scrutin, 13 tours. Bon, premier tour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, bon, à la rigueur. C'est difficile de trouver, en rassemblant tous les députés et les sénateurs, un nouveau président de la République. Mais bon, passe. Sixième, septième et huitième tour, on commence à rire jaune. Neuvième, dixième, là, on commence à ricaner. Et onzième, douzième, les Français prennent conscience que des difficultés pour trouver un président de la République et du fonctionnement de leurs institutions. Finalement, 13e tour, René Coty est élu. Qui? René Coty? Ah oui, René Coty. René Coty, on ne le connaissait pas vraiment, mais bon, c'est pas quelqu'un qui peut démériter. C'est quelqu'un qui a une certaine bonhomie, de la rigueur morale. Donc, il fera un président de la République tout à fait acceptable, d'autant plus que le président de la République n'a pas de grandes fonctions à assumer, sauf pressentir le nouveau président du Conseil. Ça, c'est effectivement, ça a une certaine influence. Donc, voici Pierre Mendès France qui félicite René Coty. Pierre Mendès France, vous le reconnaissez à gauche, bien sûr, et René Coty à droite. L'investiture de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France donc, prend la succession de Joseph Laniel le 17 juin 1954, 5 jours après. 5 jours après, il est investi. Et il veut aller vite. Que veut dire aller vite? D'abord, cela signifie qu'il ne négocie pas la composition de son gouvernement. Il a été pressenti pour former le gouvernement, il a été pressenti par le président de la République, donc il choisit les membres de son gouvernement. Il ne consulte pas les caciques des partis, c'est-à-dire les dirigeants des partis, qui négocient, qui mégotent la participation de tel ou tel au gouvernement, qui disent vous devrez prendre celui-ci plutôt que celui-là, qui donnent leur avis sur la composition politique du gouvernement. Une dose de radicaux, une dose d'indépendants, une dose de MRP, une dose de socialistes, etc. Bon, Mendès France ne fait rien de tout cela. Il ne négocie pas la composition de son gouvernement. C'est lui qui les choisit, parce qu'il va gouverner avec eux, parce qu'il sait s'il peut ou non leur faire confiance. Et il va prendre des gens de confiance, si possible, bien entendu. Il demande à l'Assemblée nationale, la conclusion d'un contrat de longue durée pour gouverner, avec une sorte de programme, avec des engagements, disons, parce que le programme renvoie à quelque chose de plus récent, donc avec des engagements. Et il est investi. Il est investi par 419 voix. Alors, il devient un homme important. Le Times lui consacre la première de couverture, dont Mendès France est devenu président du Conseil en France. Et il a une large majorité. Il est investi le 17 juin 1954. Il a 419 voix, composées par la SFIO, c'est-à-dire les socialistes, l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance, c'est-à-dire le parti de François Mitterrand, des indépendants, les communistes et des progressistes. 419 voix. Mais Pierre Mendès France défalque les voix communistes. Il ne veut pas compter dans sa majorité les voix du Parti communiste, 99. Donc cela fait 318 voix en faveur de Pierre Mendès France en défalquant les voix communistes. Alors pourquoi défalque-t-il les voix communistes? Pourquoi ne les compte-t-il pas dans sa majorité? Ce n'est pas par une sorte d'anticommunisme primaire. C'est parce qu'il considère qu'il va négocier avec la République démocratique du Vietnam et le Viet Minh, qui est son bras armé, et que Ho Chi Minh est communiste, et que le Viet Minh a des cadres communistes. Et donc, si le Parti communiste entre dans sa majorité, ceux d'en face vont considérer que Pierre Mendès France va accepter toutes leurs demandes. Parce que sinon, les communistes ne le soutiendront pas. Mais il enlève leur voix. Donc, ce calcul ne joue plus.
Et vous le savez, les négociations vont être dures à Genève. On va négocier de façon sans se faire de concessions, mais avec la volonté, on va le voir, d'aboutir à un accord. Donc, il a la majorité. Qui a voté contre lui? 47 voix contre. C'est très peu. C'est la droite qui vote contre lui, à laquelle se joint ensuite le MRP, Mouvement des Républicains Populaires. Le MRP de Georges Bidault avait, je dirais, donné son adhésion à l'Union française, mais au fond de lui, c'était plutôt à l'Empire. L'Empire qui avait changé de nom était devenu l'Union française. Et pour le MRP, on verra que Pierre Mendès France est le bradeur de l'Empire, parce qu'il a accepté la défaite en Indochine lorsque le camp retranché des Dien Bien Phu est tombé. Donc, la droite vote contre lui, pour l'instant elle est seule, et ensuite elle sera renforcée par le MRP. Mais il y a, ça mérite d'être relevé, 143 abstentions, ce qui est un nombre quand même relativement élevé. Alors, il a été investi, et il a un projet, Mendès France. Quel est son projet? Son projet, le voici. Il a donc été investi le 17 juin 1954 et son projet, c'est le 20 juillet 1954, donc ça ne laisse qu'un délai de 1 mois, il s'engage à conclure un accord dans le cadre de la commission, dans le cadre de la conférence de Genève et de cette réunion internationale par tous les pays concernés de près ou de loin par l'affaire d'Indochine. Donc avant le 20 juillet, le projet qui concerne l'Indochine sera signé. Et il dit: je m'y engage. Si le 20 juillet je n'ai pas abouti, je démissionnerai. Mais avant de démissionner, sachez-le, je demanderai l'envoi du contingent en Indochine. Donc, vous voyez, c'est à la fois en direction de l'opinion publique française, qui souhaite donc que Pierre Mendès France aboutisse, pour ne pas que le contingent soit envoyé, et puis également en direction des Vietnamiens qui arrivent à la table de négociation en vainqueurs, car ils sont vainqueurs, ils ont vaincu à Dien Bien Phu. Il prend également l'engagement de lancer aussitôt le redressement économique du pays, lorsqu'il sera, je dirais, débarrassé, entre guillemets, lorsqu'il aura réglé le problème indo-chinois. Et avant l'automne, il soumettra au vote la CED, la Communauté européenne de défense. Je vous rappelle que la Communauté européenne de défense, c'est le fait d'introduire une armée allemande dans une armée européenne. Ce dont ni les gaullistes ni les communistes ne veulent. Mais Pierre Mendès France n'était pas à l'origine du projet de la CED. Donc il n'en porte pas la charge ni la responsabilité. Et donc, avant l'automne, il mettra aux voix le projet de la CED. Nous verrons ce qui se passera à ce moment-là. Mais les gaullistes et les communistes voteront contre, parce que eux sont par principe contre. Les gaullistes au nom de l'indépendance nationale, et les communistes parce qu'ils voient dans cette CED une arme contre le camp dirigé par l'URSS. Donc, il va aller vite et il définit son projet. Il considère qu'il faut sortir des urgences et des politiques de circonstances. Et il a des appuis, parce qu'à ce moment-là, prend naissance quelque chose qu'on va appeler le mendésisme, c'est-à-dire qu'il y a un véritable élan dans le pays en faveur de Pierre Mendès France. Et un journal comme l'Express, qui est un hebdomadaire, qui vient d'apparaître, qui est dirigé par Jean-Jacques Servan-Schreiber, va publier un appel à la jeunesse le 14 mai 1954, avant même que Pierre Mendès France ne forme son gouvernement. Pierre Mendès France également dans son projet a 3 exemples. Le premier,
Alors la conférence de Genève doit aboutir avant le 20 juillet 1954, je l'avais dit, et il a 3 exemples, c'est Raymond Poincaré, Léon Blum et Charles de Gaulle. Raymond Poincaré, parce qu'il avait redressé le franc, un franc dévalué, mais redressé, et donc il avait cette image d'homme rigoureux sur les affaires financières, tout comme Pierre Mendès France, on va le voir, je vais le rappeler plutôt. Léon Blum, lui, sert d'exemple au niveau de son ardeur sociale, c'est-à-dire qu'il est pour des réformes sociales. Donc, Pierre Mendès France est également dans cette optique-là. Et il se sent proche de Gaulle également parce qu'il est jaloux de l'indépendance nationale. D'ailleurs, Pierre Mendès France, vous le voyez, avait fait partie du gouvernement de Gaulle. On le voit ici, en civil, aux côtés de Gaulle. C'est à ce moment-là qu'il avait proposé une politique monétaire que De Gaulle n'avait pas suivie, et il avait décidé de démissionner, d'où son image d'homme rigoureux dans les domaines financiers et monétaires. Alors, Pierre Mendès France va former son gouvernement, et il va s'entourer d'une équipe. Commençons par l'équipe. Ce sont ses conseillers. Ce sont des gens connus, que vous connaissez, dont vous connaissez les noms. Alors, par exemple, Claude Chesson, socialisant, qui va devenir ministre des Affaires étrangères. Jacques Juillet, gaulliste, qui va être le monsieur de l'ombre, aussi bien aux côtés de Pierre Mendès France, mais surtout sous la Ve République, aux côtés du gouvernement de De Gaulle. Michel Jaubert, qui est un gaulliste également, et qui deviendra par la suite ministre des Affaires étrangères. Quelqu'un qu'on connaît moins, peut-être, sans doute, c'est Simon Nora. Et puis, il y a bien sûr Jean-Jacques Servan-Schreiber, directeur de l'Express, qui avec Françoise Giroud aide autant qu'ils le peuvent Pierre Mendès France. Il forme son gouvernement aussi. Son gouvernement, le voici. Enfin, une partie du gouvernement. C'est un gouvernement à ramasser, avec peu de ministres, par rapport aux usages habituels. Alors vous avez au premier plan, sur la droite, vous le voyez, Pierre Mendès France, un petit peu de profil. Et vous avez à ses côtés, à gauche, quelqu'un que vous reconnaissez sans doute, qui est François Mitterrand. Au centre, portant des lunettes, Edgar Faure, dont vous avez peut-être aussi en mémoire donc, le portrait. Il est ministre des Finances. Donc voilà, 3 hommes qui vont jouer un rôle essentiel. Pierre Mendès France est à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui va négocier à Genève, bien entendu. Alors, le gouvernement, le voici. François Mitterrand, qui était sur la photo, ministre de l'Intérieur. Le général Koenig, qui est un gaulliste et qui sera ministre de la Défense. Jacques Chaban-Delmas, gaulliste, qui sera ministre des Travaux publics. Les travaux publics sont particulièrement importants dans une France qui veut se relever. Christian Fouché, qui est ministre des Affaires tunisiennes, qui est gaulliste et ministre des Affaires tunisiennes, en Tunisie où les choses vont mal, où il y a des tensions, et Edgar Faure, qui est plutôt radical et qui est ministre des Finances. Donc voici les hommes sur lesquels va s'appuyer Edgar Faure, avec d'autres bien entendu, qui ne sont pas sur cette liste et qui sont moins connus. Alors la conférence va s'ouvrir. Qui va siéger à cette conférence de Genève? Elle s'ouvre le 26 avril 1954, comme je l'avais indiqué, donc sous le gouvernement de Joseph Laniel. Dans sa composition, la voici. Elle est un petit peu incomplète, parce que je me rends compte que j'ai oublié un personnage qui va jouer un rôle important quand même dans cette assemblée. Alors d'une part, il y a Eden, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Il y a Foster Dulles, qui est le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique du Nord. Alors le secrétaire d'État, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Donc il est là escalité. Vous avez ensuite Chou En-lai, qui est le Premier ministre de la Chine qui a puissamment aidé le Viet Minh à avoir de l'armement. Et vous avez Pham Van Dong, qui est à la fois le représentant du gouvernement de la République démocratique du Vietnam et qui est en relation, bien entendu, avec le Viet Minh qui a été vainqueur à Dien Bien Phu. Et puis vous avez cet homme-là. Pourquoi est-il là? Il faut bien qu'il soit là, puisque il a été l'homme des Français.
c'était l'empereur Baoudai, à qui on avait fait la fleur d'accorder une sorte d'indépendance pour l'ensemble du Vietnam, par la réunion des trois Qui. Et donc il est là, mais que va-t-on faire de lui? On ne sait pas trop, mais il faut bien lui faire une petite place. Et donc j'ai oublié d'ajouter quelqu'un qui joue un rôle important, bien entendu, c'est Molotov. Molotov, qui est ministre des Affaires étrangères du RSS. C'est important, Molotov, pourquoi? Parce que l'URSS avait fait pression sur les Nord-Coréens au moment de la guerre de Corée, en 1953, après la mort de Staline, pour qu'un armistice soit conclu avec les États-Unis. Donc, les combats avaient cessé en Corée. Et Molotov y était intervenu en tant que représentant de l'URSS. Donc voilà les principaux représentants des puissances intéressées par ce qui se passe en Indochine. Bien sûr, il y a la France aussi, bien entendu. Alors, voici la conférence de Genève. Une conférence tout à fait classique, vous voyez, les délégations qui sont de part et d'autre de la table, qui a formé un carré. Un petit peu derrière eux, vous avez des experts qui peuvent leur glisser un mot lorsque, par exemple, ils ont besoin d'un renseignement précis, d'un chiffre, etc., dans les négociations. Et puis, vous avez du public aussi. Hein. Vous voyez, il y a une tribune, il y a du public. Bon, mais c'est un personnel qui est accrédité, bien entendu. Il y a des journalistes, etc. Donc, voilà la conférence de Genève qui s'ouvre le 26 avril, mais qui, pendant un temps, est un petit peu, je dirais, en sommeil. Voici encore cette conférence de Genève. Les choses changent à partir du moment où la France est représentée par Pierre Mendès France. Pierre Mendès France va réussir à imposer son calendrier à la conférence. Parce que tout le monde sait ce qu'il a dit. Tout le monde sait qu'il s'est fixé une date, le 20 juillet 1954. Et que si les choses n'ont pas abouti à ce moment-là, eh bien il démissionnera et qu'il demandera au contingent d'aller en Indochine. Donc, il y a c'est pas une menace, mais c'est donner toutes les cartes aux diverses négociations. Et donc, tout le monde va jouer le jeu. Tout le monde va jouer le jeu. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est une période de détente. En Corée, les armes ont cessé de parler. Staline est mort. Donc, on discute, on se voit, on négocie. Et donc, Pierre Mendès France va bénéficier de cette situation. Et donc, les choses avancent vite. Alors que la France est en position de vaincu. Que ce soit bien clair. Le Viet Minh a pris le camp retranché du Minh Phu le 7 mai. Et le 8 mai, vous vous rendez compte, la fête de la victoire. La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, que nous commémorons toujours. Donc le 8 mai, lorsqu'arrivent les représentants du Vietnam, ils arrivent en vainqueurs. Mais tout le monde va accepter le calendrier de Pierre Mendès France. On est un petit peu dans une situation de paradoxe. C'est-à-dire que celui qui a été vaincu va dire, voilà comment nous allons procéder. Et tout le monde se plie à cela. Alors finalement, on va aboutir à des conclusions. Des conclusions le 20 juillet 1954. Alors voici le cessez-le-feu qui est signé. Alors les accords ont été, disons que les accords ont été scellés le 20 juillet 1954, mais que les documents sont signés le 21 juillet. Le 21 juillet, les accords sont signés. Alors voici le représentant du Vietnam, de la République démocratique du Vietnam, qui signe les accords. Donc là, nous sommes le 21 juillet. Mais tout a été bouclé le 20 juillet. Tout a été bouclé et voici Mendès France qui sort de cette conférence aux côtés de Chou En-lai. Chou En-lai, Premier ministre de la Chine, qui a puissamment aidé le Viet Minh en l'armant, en lui livrant le matériel militaire nécessaire. Les deux hommes se serrent la main, dont l'accord est scellé, il n'y a plus qu'à signer les documents. Ce sera fait le lendemain. Alors les conclusions, comme je disais,
Pierre Mendès France va aller à Paris pour dire aux Français quelles sont les conclusions tirées de la conférence de Genève. Donc le voici. Il aura aussi l'habitude, j'en profite pour vous le dire, mais nous le verrons à ce moment-là, il avait aussi l'habitude tous les samedis de parler aux Français à la radio pour leur dire ce qu'il prévoyait, quelle est la politique qu'il entendait mener et la politique qu'il était en train de mener. Donc là, il est en train d'expliquer aux Français la politique qui sera menée en Indochine et ce qui avait été conclu au cours de la conférence de Genève. Alors, ce qui est décidé, et ça c'est particulièrement important, c'est que le Vietnam sera divisé en deux. L'idée avait émergé, l'idée hypothétique, incertaine, que le Sud-Vietnam serait protégé par les États-Unis et serait confié à Bao Dai. Mais on n'entendra plus parler de Bao Dai, parce que les Américains vont choisir leur poulain. Ils vont choisir Ngo Dinh Diem. Donc Ngo Dinh Diem au sud est protégé par les États-Unis. Et le nord sera constitué par la République démocratique du Vietnam. Mais où est la limite? Alors la limite sera le 17e parallèle. Le 17e parallèle, le voici. Voici la carte qui montre le partage du Vietnam. Il y a des Vietnamiens aussi bien au nord qu'au sud, aussi bien dans le Tonkin qu'en Cochinchine. Mais il y a le 17e parallèle qui coupe donc le Vietnam en deux. Au nord, République démocratique du Vietnam, au sud, République du Vietnam. Attention, un mot fait la différence. Les troupes de l'Union française qui sont encore dans le nord seront transférées au sud. Voyez cette flèche qui montre l'évacuation des troupes de l'Union française. Et vous avez le regroupement des forces de la République démocratique du Vietnam qui étaient au sud. Ces forces sont transférées au nord. Dans chaque État, puisque ce sont des États qui sont constitués ainsi, chaque État a ses troupes qui ont été rassemblées sur son territoire. Alors évidemment, le 17e parallèle ne tombe pas comme ça tout à coup de l'inconnu. On négocie pour savoir quelle sera la limite. Les Américains voudraient que on remonte très largement vers le nord et qu'on adopte par exemple le 13e parallèle, le 19e parallèle vers le nord. Et les Vietnamiens de la République démocratique du Vietnam et le Viet Minh voudraient que le parallèle qui soit pris comme modèle soit par exemple le 13e parallèle, plus vers le sud. Et donc ça veut dire que pour les Américains, il faut réduire l'État du Nord, et pour les Vietnamiens du Nord, il faut réduire l'État du Sud. Mais voilà ce qui est décidé, ce qui est avalisé par la conférence de Genève. C'est le 17e parallèle. Il faut également savoir que les accords prévoient qu'il y aura des élections générales et libres dans l'espace de 2 ans. Parce qu'après tout, c'est très illogique de séparer un même peuple en deux, avec 2 États différents. Vous me direz, il y avait bien des Allemagnes, il y a bien de Corée, certes, mais bon, on crée encore une exception. Mais au bout de 2 ans, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Parce que les États-Unis n'en veulent pas. Pourquoi n'en veulent-ils pas? Parce que l'homme populaire au Vietnam, c'est Ho Chi Minh. Ho Chi Minh qui a réussi à battre les Français et qui a réussi à créer un État indépendant. Vous me direz, il y a aussi la République du Vietnam. Certes, mais elle est protégée par les Nord-Américains, par les États-Unis, qui sont très présents dans cette partie. Donc il n'y aura pas d'élection. Et de cela surgira une autre guerre. Surgira progressivement la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam des Américains, à ne pas confondre avec la guerre d'Indochine des Français. Mais ça, c'est une autre histoire et cela ne relève pas de notre problématique pour cette année en tout cas. Donc voilà les accords qui sont passés et bien entendu, je ne voudrais pas l'oublier, il y a aussi un cessez-le-feu complet. Donc la guerre est finie, c'est le cessez-le-feu. Et 2 États,
le Laos et le Cambodge, que vous voyez sur cette carte et qui sont en jaune, qui étaient des protectorats, deviennent des États indépendants. Donc, États indépendants, Cambodge et Laos. Quant à Baoudai, je vous l'ai dit, on n'en parlera plus. Ces accords sont les accords les moins mauvais possibles à ce moment-là. Le corps expéditionnaire, de toute façon, français, est préservé d'une nouvelle guerre. Je dirais même que, par certains aspects, il est sauvé, parce que les Français étaient en position difficile après Dien Bien Phu. Cette guerre d'Indochine a provoqué 92 000 morts du côté de l'Union française, ce qui est quand même assez considérable, et une dépense pour le budget français de 3 000 milliards. 3 000 milliards de francs de l'époque, bien entendu, qui ne serviront pas à la reconstruction du pays. Alors, je vais vous lire un petit texte, qui est un texte Jacques Julliard, tiré de Naissance et mort, la 4e République. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1968, et voici ce que dit Jacques Julliard. Dès son investiture, c'est Pierre Mendès France. Il introduit dans les affaires politiques l'élément de dramatisation qui lui est propre. C'est son fameux pari d'arriver à Genève à une solution négociée du problème d'Indochine. Sinon, il demandera au Parlement d'y envoyer le contingent avant de démissionner. Est-ce jouer la paix sur un coup de dé ? Point d'interrogation. Plutôt faire entrer dans sa main des atouts supplémentaires, pour autant que la partie adverse veuille bien jouer le jeu. La chance de M. Mendès France est que le climat international est à la détente et que les Russes, c'est-à-dire les Soviétiques, sont aussi désirés de voir cesser le conflit indo-chinois qu'ils ont contribué au règlement de l'affaire de Corée. M. Molotov lui-même se déride. Dès lors, chacun se sent embarqué par le pari du président du Conseil français. C'est une véritable complicité qui s'établit entre les protagonistes de la négociation. Celle-ci n'en est pas moins très dure, mais chacun participe à cette étrange course contre la montre. Comme au Palais Bourbon, lorsque le budget n'est pas voté en temps utile, on arrête les pendules. Du coup, M. Mendès France devient la vedette internationale qui séduit jusqu'au Molotov américain, Foster Dulles. On lui a parfois reproché d'avoir transformé un succès personnel, ce qui n'était après tout que l'honorable liquidation d'un retentissant échec. Le grief n'est pas fondé, car il n'a jamais prétendu transformer la défaite en victoire. Ouvrez les guillemets. À mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Fermez les guillemets. Déclare-t-il. Il s'agit d'un Mendès France, bien sûr. Déclare-t-il le 21 juillet 1954, après la conclusion de l'accord, dans une de ses causeries du samedi, qui rappelle le président Franklin Delano Roosevelt. En réalité, le véritable succès est ailleurs. Il est dans la manière dont le chef du gouvernement a mis le pays tout entier en face de ses responsabilités. Non pour l'accabler et le faire sombrer, mais au contraire, pour l'aider à se ressaisir et à espérer de nouveau dans son avenir. Toute proportion gardée, le service que Pierre Mendès France a rendu à son pays en cet été 54 est de la même nature que l'action de Charles de Gaulle le 18 juin 40. Toute proportion gardée, c'est Jacques Julliard qui le dit. Il l'a sauvé de l'humiliation, il l'a empêché de désespérer de soi. Dans les deux cas, c'est au fond même de son abaissement qu'on lui a fait découvrir les raisons et les moyens du redressement. Malheureusement, le succès psychologique de l'été 54 allait être sans lendemain et la retombée en serait d'autant plus durement ressentie. Mais cela, c'est une autre affaire dont nous reparlerons. Mais bien que la France ait réussi à faire l'accord le moins mauvais possible, dont l'armistice est signé le 21 juillet 1954, c'est la fin des combats, les prisonniers qui sont encore entre les mains du Viet Minh reviennent. Vous reconnaissez peut-être cette jeune femme sur ces photos. Elle a été envoyée par l'armée française pour chapeauter le rapatriement des prisonniers du Viet Minh. Nous en avons vu certains qui sont revenus en juillet, d'autres qui sont revenus en août. Nous avons vu également les conditions de détention qui étaient absolument déplorables et un certain nombre de prisonniers qui ne sont jamais revenus, nombreux d'ailleurs. Mais en même temps, c'est le cessez-le-feu, et comme le Viet Minh est vainqueur,
il prend possession du territoire de la République démocratique du Vietnam. Voici ici des soldats du Viet Minh qui arrivent et qui pénètrent dans Hanoï. Hanoï, qui était la capitale du Nord, bien entendu, de ce qu'on appelait le Tonkin. Mais si vous regardez bien, vous voyez qu'au premier plan, sur la gauche, vous avez la manche de quelqu'un que l'on voit, une manche blanche. Alors voici une autre photo. Donc on voit toujours ces soldats du Viet Minh et on voit aussi des officiers qui sont avec eux. Des officiers qui sont soit français, soit des pays qui ont participé à la conférence de Genève et qui doivent veiller au respect des accords. Et donc, ils accompagnent ces soldats du Viet Minh qui pénètrent dans Hanoï. Hanoï qui va devenir leur capitale. Et là, d'après les couvre-chefs, d'après les coiffures que portent ces soldats, qui parfois sont armés, vous voyez que certains ont leur fusil en bandoulière, eh bien, ce sont des soldats de l'Union française qui rejoignent les zones où ils doivent se rassembler pour être transférés dans le sud-Vietnam. Donc, et 2 officiers qui veillent à la régularité de ces opérations. Là, nous sommes plus tardivement, nous sommes à l'automne 1954, septembre, octobre, et on voit ces soldats du Viet Minh, ces paysans qui ont quitté parfois leur rizière pour s'engager dans le Viet Minh, qui ont participé au combat, et qui arrivent à Hanoï avec leur équipement, avec leurs armes. Donc, ils sont étonnés de voir cette ville, cette grande ville, à l'européenne. Ils regardent un petit peu autour d'eux. Bon, là, ils sont à l'arrêt, bien entendu. Défilé de la victoire. Défilé de la victoire du Viet Minh. Vous distinguez l'étoile qui se trouve sur le drapeau du Viet Minh. Photo également des troupes du Viet Minh qui rentrent dans la ville de Hanoï. Vous voyez que c'est une photo qui a été prise par les Anglais. Mais malgré cette position de vaincu lors de la conférence de Genève, la France réaffirme son indépendance. Son indépendance, elle l'affirme comment? Elle l'affirme par rapport aux États-Unis. La France est l'alliée des États-Unis, elle est membre de l'OTAN, elle a participé à la guerre de Corée, mais elle ne suit pas aveuglément les États-Unis. Or, les États-Unis vont décider de mettre sous embargo les produits venant du Guatemala. Pourquoi? Parce que le colonel Arbenz, qui a été élu, et je précise démocratiquement, a décidé de nationaliser les plantations bananières de l'United Fruit. C'est-à-dire que l'United Fruit, qui est constituée de capitaux nord-américains, est un véritable État dans l'État. Et que généralement, le Guatemala suivait les conseils de l'United Fruit. Eh bien, le colonel Arbenz a décidé de nationaliser les plantations bananières. Et les États-Unis réagissent assez durement en mettant l'embargo sur tous les produits venant du Guatemala. Mais la France refuse d'y participer. Et finalement, cet embargo échoue. Si bien que le président des États-Unis demande à la CIA de fomenter un coup d'État pour renverser le colonel Arbenz. Et la CIA, cela n'est plus discuté aujourd'hui, puisque la CIA a reconnu cela. Et la CIA, donc, va renverser le colonel Arbenz et installer un gouvernement à sa botte au Guatemala. C'est un peu renoué avec la politique de Theodore Roosevelt. Je dis bien Théodore, je ne dis pas Franklin Roosevelt. Theodore Roosevelt, qui parlait de la politique du dollar et du big stick, c'est-à-dire du gros bâton. Donc, utiliser le pouvoir de l'argent et la force. Donc, la France garde son indépendance par rapport aux États-Unis. Mais, en même temps, politiquement, Pierre Mendès France n'en retire nul bénéfice, parce qu'il va être renversé. Il est renversé par l'Assemblée le 5 février 1955. Pour quelle raison? Nous le verrons. Mais il y a urgence dans un certain nombre de territoires. En Tunisie où les tensions sont fortes. Mais Pierre Mendès France a trouvé une solution. Au Maroc, où par la suite, le sultan du Maroc sera déporté à Madagascar. En Algérie, où le 1er novembre 1954 commence
ce que nous appelons aujourd'hui une guerre, mais que le gouvernement n'appelait pas une guerre parce que si c'était une guerre, il fallait un accord de l'Assemblée nationale pour envoyer le contingent en Algérie. Or, comme on disait que l'Algérie était la France, donc on pouvait très bien faire son service militaire en Algérie pour assurer, je dirais, le maintien de l'ordre. Sauf que ce ne s'agissait pas d'un maintien de l'ordre, mais qu'il s'agissait d'une véritable guerre. Enfin, nous en reparlerons. Et puis, alors ça ne concerne pas directement la France, quoique, il y a une conférence qui se tient à Bandung en 1955. De quoi s'agit-il? Eh bien, les pays qui étaient auparavant des colonies et qui ont été libérés du joug colonial ou qui ont reçu l'indépendance, de pays qui ont compris que le moment était venu, comme par exemple les Britanniques. En Inde, vous voyez l'Inde, donc est devenu un pays indépendant. Les territoires d'Indochine sont devenus aussi des États indépendants. Donc tous ces pays qui sont en vert, l'Indonésie également, qui était une colonie néerlandaise, c'était les Indes néerlandaises, c'est-à-dire des Pays-Bas. Donc tous ces pays participent à la conférence de Bandung. La conférence de Bandung a lieu en Indonésie. Voici l'Indonésie. L'Indonésie, ancienne colonie des Pays-Bas, ancienne Inde néerlandaise. Et donc, cette conférence se tient dans l'île de Java, où se trouve la capitale Jakarta, et à côté de Jakarta, vous le voyez, peut-être le voyez-vous, il y a Bandung. Bandung, que l'on voit peut-être un peu mieux, sans le localiser très précisément, sur l'île de Java, donc à côté de Jakarta. Bandung qui aujourd'hui s'écrit sans le O, mais que l'on prononce exactement pareil. Alors voici les pays qui participent à la conférence, ils sont 19, et vous avez également le Ghana, qui n'est pas encore indépendant, et vous avez tout à fait à l'est de la carte cette île qui est l'île de Nouvelle-Guinée, et la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée, que revendiquent les Indonésiens, n'est pas encore indépendante, mais elle participe à la conférence. Alors cette conférence est organisée par l'Indonésie, et dont vous avez le dirigeant de l'Indonésie qui se trouve ici, mais les leaders de cette conférence sont 5. 5 sur cette photo, très emblématique les 5. Donc vous avez de gauche à droite Nehru, qui dirige l'Inde, Nkrumah, qui dirige le Ghana, Nasser, qui dirige l'Égypte, Sukarno, qui est le 4e là, qui dirige l'Indonésie, qui est la puissance invitante, et vous avez Tito, qui représente la Yougoslavie. Or, ces hommes disent qu'ils constituent, alors ça a une signification de géostratégie, qu'ils constituent le tiers-monde, un 3e monde entre les deux grands, entre les États-Unis et l'URSS. Et ils se veulent non alignés. Alors, pendant des années, et par la suite, le tiers-monde va prendre une autre signification. Le tiers-monde va désigner les pays qui sont en voie de développement. Aujourd'hui, cette notion ambiguë n'est plus utilisée, et vous savez qu'on utilise les notions de nord et de sud. Les pays du nord, qui sont essentiellement dans l'hémisphère nord, mais ce n'est pas une notion géographique, c'est une notion de géostratégie. Donc les pays du nord sont les pays développés. Et les pays du sud, ce sont les pays en voie de développement. Mais à l'époque, ce tiers-monde est constitué par des non-alignés. Ils ne sont alignés ni sur les États-Unis, ni sur l'URSS, et ils créent le mouvement des non-alignés. Et ce sont des pays qui sont devenus indépendants et qui se promettent d'aider les pays qui luttent pour leur indépendance. Donc, il faudra tenir compte du mouvement des non-alignés dans les années qui viennent. Voici Sukarno, qui est donc le dirigeant de l'Indonésie et de la puissance invitante. Nous sommes en 1955 et nous sommes à Bandung. Alors, je reviens un petit peu en arrière parce que il y a aussi les colonies françaises qui sont dans l'Union française. Et que deviennent-elles? Que devient l'Afrique occidentale française, AOF? Que devient l'Afrique équatoriale française, AEF? Et que devient Madagascar, qui s'est soulevé contre
l'occupation française. Et les Antilles, qui alternent entre des périodes de rapprochement avec la métropole et des périodes où il y a des mouvements de contestation, parfois de révolte. Et les comptoirs français des Indes, parce que la France a des comptoirs français dans les Indes. Est-ce qu'ils vont revenir à l'Inde? Point d'interrogation. Donc ce sont toutes ces questions que nous aborderons par la suite. Mais surtout à travers une affaire fondamentale qui va provoquer la chute de la 4ème République, l'affaire d'Algérie, bien entendu. Donc la prochaine fois, nous aborderons les problèmes politiques que connaît la 4ème République et nous verrons plus précisément quelle a été la politique de la 3e force, c'est-à-dire jusqu'en 1956. Et nous verrons qu'ensuite la France s'enfonce dans la guerre d'Algérie, mais ça c'est une autre affaire. Donc, à bientôt et au revoir.